Théoriquement, les humains pourraient survivre à un astéroïde capable de détruire des planètes entières. Toutefois, ce ne serait pas une mince affaire. Remontons 66 millions d'années en arrière, à la fin de la période Crétacée. La Terre d'avant les humains, où prospéraient les dinosaures. La flore et la faune étaient riches et diversifiées. Vous auriez pu observer un T-Rex pourchassant un Tricératops, ou l'immense Alamosaurus, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé notre planète, dominant le paysage. Oui, il doit bien son nom à la région de Fort Alamo, et égare à l'ankylosaure, un véritable tank sur pattes qui balançait sa queue comme un boulet destructeur contre toute menace. Alors que vous vous apprêtez à profiter d'une soirée tranquille sous les étoiles, une nouvelle lumière étincelante apparaît dans le ciel de l'hémisphère nord. Au début, cette nouvelle étoile dans le ciel ne se distingue pas particulièrement, elle scintille simplement comme les autres. Mais laissez passer quelques heures et vous remarquerez qu'elle devient plus lumineuse. Vérifiez de nouveau la nuit suivante, et boum, c'est l'objet le plus brillant dans le ciel, éclipsant les planètes et même la Lune. Et finalement, elle surpasse de manière terrifiante le Soleil. Cette étoile était le fameux astéroïde qui a laissé derrière lui l'immense cratère de Chicxulub, dans la péninsule mexicaine du Yucatan. L'astéroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 20 km par seconde. Il traverse les 100 km de l'atmosphère en à peine 3 secondes. Il s'abat si rapidement que même l'air ne peut pas s'écarter. Il se trouve compressé et se réchauffe de milliers de degrés en un clin d'œil. Avant même que l'astéroïde ne touche le sol, cet air surchauffé a déjà vaporisé une grande partie de la mer où il s'apprête à frapper, près de la péninsule du Yucatan. Puis, dans une immense explosion, l'astéroïde s'écrase sur l'Amérique centrale avec un fracas assourdissant. Il ne se contente pas de heurter le sol, il liquéfie la terre et la roche. L'astéroïde creuse un trou si profond et si large qu'il atteint presque les couches internes de la Terre et projette des débris à plus de 30 km de hauteur. À l'instant précis de l'impact, l'astéroïde convertit également sa vitesse et sa masse colossale en chaleur en une fraction de seconde. Il libère tant d'énergie que les molécules se mettent à bouger plus rapidement qu'à la surface du Soleil. Cette énergie prodigieuse a créé une immense boule de plasma, un gaz ultra chaud et électriquement chargé, composé de fragments de roches vaporisés. Le tout a été projeté à des vitesses phénoménales. L'onde de choc de l'impact et la chaleur ont instantanément pulvérisé les alentours du site, déclenchant des tremblements de terre dans le monde entier. Et il n'y a pas que ces roches dont il faut se soucier. En traversant le ciel, elles frottent contre l'air, chauffant au point de provoquer des incendies planétaires. La chaleur qu'elles dégagent pourrait être comparée à celle d'un four réglé à sa température maximale. Cette pluie de feu entraîne la combustion de la plupart des arbres de la planète. Le monde entier s'embrase. Très vite, cela change tout. En un instant, les dinosaures sont anéantis, laissant place au règne des mammifères. Et pas seulement les dinosaures, 75% des espèces, et notamment des grandes créatures disparaissent, ne laissant derrière elles que quelques petits oiseaux et rongeurs. Alors, comment pourriez-vous, en tant qu'humain, survivre à un tel événement ? Certains animaux ont survécu à cette époque. Pour y parvenir, nous devons apprendre de leur résilience. Les seuls oiseaux qui survivent même aux conditions les plus difficiles sont ceux qui nichent en sécurité au sol. Parmi les rares grands animaux qui parviennent à éviter l'extinction, tous ont des stratégies pour faire face à la chaleur. Certains petits mammifères, serpents et lézards, peuvent se creuser des terriers souterrains plus frais. D'autres, comme les crocodiles et les tortues, se réfugient simplement dans l'eau. Ainsi, si vous vous trouvez à l'autre bout de la planète au moment de l'impact et que vous réagissez très rapidement, vous pourriez peut-être survivre. L'impact se produit à environ 6000 km de distance. Mais ne sous-estimez pas sa puissance. Dès que vous entendez le grand boom, réfugiez-vous sous terre aussi vite que possible. Et soyez prudent, car vous ne sentirez la terre trembler qu'environ 30 minutes plus tard. Cachez-vous dans une grotte profonde, de préférence avec une entrée étroite. Cela vous protégera des débris, et les températures souterraines resteront stables. De plus, certaines grottes possèdent des sources d'eau naturelles, des rivières ou des ruisseaux. Vous devrez peut-être vous préparer à un régime alimentaire peu appétissant d'insectes, de champignons, ou de petits animaux peu attrayants qui cherchent également refuge dans votre réseau de grottes. Mais c'est mieux que rien. Vous devez également vous tenir extrêmement loin de toute grande étendue d'eau. Être près de l'océan peut sembler une bonne idée lors d'un impact d'astéroïde, car la mer peut atténuer ces changements extrêmes de température. Néanmoins,
Les tremblements de terre déclenchent de terrifiants tsunamis, et ce même dans les lacs ou les fjords. L'impact de l'astéroïde déclenche non seulement un tsunami, mais plusieurs, et ils sont aussi hauts que des gratte-ciel. En l'espace d'une heure, d'énormes vagues mesurant de 180 à 300 mètres de haut frappent la côte du Golfe, s'abattant sur le Mexique et le sud des États-Unis, inondant des kilomètres à l'intérieur des terres. Ces vagues sont si puissantes qu'elles repoussent même les rivières en sens inverse. Ces tsunamis se propagent le long des côtes, atteignant la côte est des États-Unis. Et 6 heures plus tard, ils frappent l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen. 15 heures après l'impact, il n'y a plus une seule côte sur Terre qui n'ait pas ressenti la fureur de ces vagues. Supposons que vous ayez survécu à l'impact initial en vous abritant profondément sous terre. Vos ennuis ne font que commencer. L'astéroïde de Chicxulub frappe une région riche en soufre, projetant 100 milliards de tonnes de soufre et une énorme quantité d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau forme d'immenses nuages d'orage, provoquant des pluies acides. Dans les régions plus froides, de terribles tempêtes recouvrent la Terre sous d'épaisses couches de neige jour après jour. L'impact vaporise également d'énormes quantités de pétrole, projetant l'équivalent de 150 stades de football d'hydrocarbures dans les airs. Ce pétrole se transforme en une épaisse suie noire dans la stratosphère, enveloppant la Terre comme du mazout. Même lorsque les pluies acides se calment, ce carbone reste au-dessus des nuages et ne se dissout pas. La couche de suie bloque 90% de la lumière du Soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glaciale qui dure au moins 3 ans. La température moyenne du globe diminue d'environ 50 degrés. Lorsque vous quittez enfin votre grotte, vous devez trouver des endroits où vous ne gèlerez pas. Les seuls lieux épargnés par le gel sont des îles tropicales comme Madagascar, l'Inde, qui était encore une île à l'époque, et l'Indonésie. Ces endroits possèdent encore des plantes et quelques animaux, et continuent à recevoir de l'eau douce, contrairement à la majorité de la planète. Tout le reste ressemble à un vaste désert nucléaire. Ces îles tropicales sont des refuges pendant l'apocalypse, mais ce ne sont pas des paradis pour autant. Elles reçoivent à peine 10% de leur ensoleillement habituel et juste assez de pluie pour éviter de se transformer en désert. Dans ce cadre sombre et froid, la plupart des chaînes alimentaires s'effondrent. Pour survivre, vous devrez apporter beaucoup de nourriture avec vous, pour les 6 prochaines années au moins. Certains organismes ont la chance de survivre. Les fossiles nous montrent que les écosystèmes d'eau douce s'en sortaient bien, de sorte que rester près d'une rivière ou d'un estuaire pourrait être votre meilleure chance de trouver de la nourriture. Vous pourriez y croiser des tortues, des crocodiles et quelques poissons. Des créatures comme les palourdes, les escargots et les petits crustacés, tapis dans les sédiments, parviennent également à résister. Bien que ces contrées soient un peu plus chaudes que les autres, elles ne sont pas de tout repos. Il vous faudrait emporter des vêtements chauds pour accroître vos chances de survie. En résumé, le meilleur endroit où survivre à l'astéroïde de Chicxulub serait l'Indonésie, une région tropicale montagneuse composée de plusieurs îles. Vous y trouveriez des températures vivables, un peu de pluie et de profondes cavernes où vous abritez. Cela pourrait vous protéger des pluies de roches en fusion, de la chaleur intense, et même vous aider à trouver de la nourriture dans les rivières et les lacs. Mais si vous tombez sur des créatures ressemblant à des musaraignes dans votre quête de nourriture, voyageurs temporels que vous êtes, merci de les laisser tranquilles. On ne sait pas combien ont survécu à l'impact de Chicxulub et en manger une seule pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité. En d'autres termes, ne mangez pas votre arrière-arrière-arrière-arrière-père. D'accord ? Il se pourrait que Jurassic World ne soit pas qu'un simple fantasme. Des dinosaures pourraient vraiment marcher, nager ou voler quelque part au loin, mais pas sur Terre. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister des planètes très éloignées du système solaire, où vivraient des versions légèrement différentes du T-Rex et d'autres dinosaures. Cette idée leur est venue en se basant sur le fait que notre planète avait alors une concentration d'oxygène plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ainsi que des formes de vie complexes et intelligentes comme les dinosaures ont pu se développer en premier lieu. Ils souhaitent également explorer les éléments de base qui sont la raison pour laquelle la vie existe sur notre planète. Ces éléments de base sont ceux que nous appelons des acides aminés. Ils fabriquent des protéines, des sucres et du matériel génétique, l'ARN et l'ADN. Ils sont constants et existent principalement dans une seule forme ou orientation. Il existe 2 façons dont ils peuvent être orientés, à droite ou à gauche. Cela signifie qu'ils se reflètent mutuellement.
tout comme nos mains. C'est un phénomène que nous appelons la chiralité. Pour que la vie existe, les protéines doivent avoir une forme, ce qui signifie qu'elles peuvent être orientées à droite ou à gauche. Sur notre planète, presque tous les êtres vivants, des plus petits insectes jusqu'aux baleines et aux éléphants, présentent des acides aminés avec une orientation homochirale vers la gauche. Nous ne savons pas exactement pourquoi les choses sont ainsi, mais il existe une théorie selon laquelle cela serait dû aux météorites qui se sont écrasés sur Terre il y a 4 milliards d'années. Elles auraient apporté des types spécifiques d'acides aminés et d'autres matériaux organiques à notre planète, et auraient d'une certaine manière établi le schéma que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous utiliser les télescopes de pointe que nous avons créés pour rechercher de telles planètes, en particulier celles où les conditions sont similaires à celles qui prévalèrent sur Terre à l'époque où existèrent les dinosaures. Dans ce cas, il serait sans doute préférable de les observer depuis une distance sûre, car, compte tenu de ce à quoi elles risquent de ressembler, ce pourrait être le choix le plus judicieux. C'est une idée séduisante, mais ce n'est pas une mince affaire. L'histoire de la vie sur notre planète, en particulier celle des dinosaures, a impliqué de nombreux événements catastrophiques ainsi que plusieurs extinctions de masse. Il y a toujours de la place pour de nouvelles théories sur les dinosaures. L'une d'entre elles avance que le pétrole proviendrait de ces derniers. Intéressant, mais pas tout à fait exact. Le pétrole s'est formé à partir de restes d'animaux et de plantes marines anciens de plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. De minuscules organismes se sont retrouvés au fond des océans. Lorsque les bactéries ont décomposé ces restes d'animaux et de plantes, elles en ont extrait la plupart de l'oxygène et quelques autres éléments. Il ne restait alors qu'une bouillie, composée principalement d'hydrogène et de carbone. Au fil du temps, ces restes ont été recouverts de nombreuses couches de sable et de limon. Lorsque la profondeur de cette couche de sédiments a atteint plus de 3000 mètres, la chaleur et la pression ont transformé ces restes en gaz naturel et en pétrole brut. Il est possible que des dinosaures aient vécu dans les mers, ou soient tombés à l'eau pour se transformer en hydrocarbures de la même manière. Mais personne n'a jamais trouvé de pétrole brut contenant des morceaux de leur squelette. C'est donc juste une théorie infondée. Ensuite vient la théorie du dinosaure à plumes qui, contrairement à la précédente, semble être plus en phase avec la réalité. En 2010, des chercheurs ont découvert des preuves qu'il y a 100 millions d'années existait une espèce de dinosaure aux plumes rousses. Un autre groupe de scientifiques a affirmé qu'il en aurait existé une espèce différente il y a 150 millions d'années. Ces dinosaures présentèrent des taches de rousseur et des plumes rouges briques sur le dessus de leur tête. Ces motifs colorés avaient probablement une fonction. Peut-être servaient-ils à communiquer avec d'autres représentants de la même espèce ou à attirer des partenaires. Mais des années plus tard, des chercheurs ont étudié le Microraptor, également surnommé dinosaure à plumes. Ils ont réalisé qu'il avait probablement plus en commun avec un oiseau qu'avec un dinosaure. Le critère déterminant est la manière dont les oiseaux renouvellent leurs plumes. Les oiseaux qui volent doivent remplacer leurs plumes dans un ordre spécifique, sans quoi ils ne seront pas bien capables de voler. Et les fossiles du Microraptor ont montré que cette créature avait renouvelé ses plumes selon un schéma similaire. Ils ne sont donc pas vraiment certains de la catégorie à laquelle appartient cet animal. Les dinosaures qui avaient des plumes perdaient fréquemment leur peau par petits bouts, un peu comme des pellicules. « Hé Bob, t'as des pellicules partout, besoin d'un nouveau shampoing ?» Certes, ils ne se débarrassèrent pas leur peau comme le font les lézards, un peu comme on enlève un vieux costume. Quand on parle de dinosaures, on ne les imagine généralement pas comme des êtres sociaux, mais plutôt comme des créatures solitaires, semblables aux reptiles actuels. Toutefois, des chercheurs ont découvert un ensemble de couvées vieux de 80 millions d'années dans le désert de Gobi. Cela signifie qu'il existait des colonies de dinosaures qui protégeaient leurs nids et défendaient leurs petits, d'une manière assez similaire à celle des oiseaux. Les crocodiles sont également connus pour faire cela. Les ptérosaures étaient des dinosaures volants et les pélicosaures étaient des dinosaures à voile dorsale. Des études ont montré que ces deux espèces utilisaient les crêtes disproportionnées sur leur tête, ainsi que leurs voiles, pour attirer des partenaires potentiels. Il existe cependant de nombreuses théories sur ces crêtes et la raison pour laquelle elles étaient nécessaires. Certains experts suggèrent qu'elles servaient aux dinosaures à réguler leur température. D'autres pensent qu'ils avaient rare besoin d'une telle crête pour se diriger dans les airs. Il est difficile d'avancer quoi que ce soit avec certitude, puisque leurs fossiles sont rares et qu'ils n'ont pas de descendants vivants. Mais le plus probable est que cette crête remplissait la même fonction que la roue d'un pont et était utilisée dans le cadre d'une parade nuptiale. Plus la crête était grande, plus un ptérosaure avait de chances de trouver chaussure à son pied. Vous connaissez les théropodes, ces prédateurs carnivores effrayants qui figurent en tête d'affiche dans la plupart des films de dinosaures? Eh bien,
Ils pourraient avoir été bien plus friands de plantes que de chair fraîche. Pas tous. Mais il est possible que nombre d'entre eux n'aient pas été aussi féroces que nous pourrions le penser. Ce colosse effrayant, comme le tyrannosaure, pourrait bien être des exceptions plutôt que la règle. Le truc, c'est que les films nous présentent ces créatures comme étant bien plus rapides qu'elles ne l'étaient sûrement en réalité. Elles pouvaient probablement courir juste un peu plus vite qu'un coureur humain lambda. Les scientifiques étudiaient en ce moment le régime alimentaire des chelurosaures. Ils semblent avoir été les parents les plus proches des oiseaux, mais il a été difficile de le déterminer, car certains dinosaures de ce groupe avaient des dents de forme conique, ou, dans certains cas, n'avaient pas de dents du tout. Pour comprendre de quoi ils se nourrissaient, les chercheurs ont dû se mettre en quête de preuves tangibles et vérifier ce qui se trouvait dans leurs estomacs. Et après avoir découvert certaines choses, y compris un bec dépourvu de dents, ils ont réalisé que ces derniers suivaient la plupart du temps un régime végétarien. Même les plus célèbres, comme les vélociraptors, pourraient avoir simplement été de paisibles herbivores et non les terrifiantes bestioles de Jurassic Park qui hantaient nos cauchemars d'enfance. En 2011, des paléontologues ont retrouvé les fossiles d'un petit dinosaure, le Linenicus monodactylus. C'était une créature à peu près aussi grande qu'un perroquet, avec de longues jambes. Il provenait d'une famille comprenant certains des prédateurs les plus célèbres, comme le tyrannosaure et le vélociraptor. La plupart des dinosaures qui vivaient autrefois sur Terre avaient 5 doigts, mais par la suite, certains d'entre eux ont fini par en avoir moins. Cette nouvelle découverte était remarquable, car au lieu d'avoir 3 doigts, ce qui était le plus courant dans sa famille, le Linenicus n'en avait qu'un seul, avec un ongle acéré et recourbé à la fin de chaque membre antérieur. Cette créature utilisait probablement son doigt unique pour creuser dans les nids des insectes afin de s'en régaler. Même si nous savons tous qu'un astéroïde a anéanti les dinosaures, il existe d'autres théories. Un paléontologue du nom de George Wieland a même conçu l'idée que les dinosaures auraient peut-être provoqué leur propre extinction à force de se manger les uns les autres. Cela se serait notamment appliqué aux ancêtres de prédateurs féroces et effrayants, tels que le tyrannosaure. Il est possible qu'ils aient dévoré tellement d'œufs de leurs congénères que de nombreuses espèces auront tout simplement disparu. Une fois qu'ils ont commencé à se nourrir des œufs de ces très grands dinosaures, que nous connaissons sous le nom de sauropodes, il est également possible qu'ils aient commencé à grandir. Et aucune mère dinosaure ne pouvait les empêcher de manger ces œufs, car elles ne pouvaient pas être présentes tout le temps. Il existait d'autres prédateurs qui se nourrissaient de ces œufs, y compris les premiers mammifères. Mais dans tous les CA, des recherches ultérieures ont démontré que les dinosaures n'auraient pas pu manger assez d'œufs pour provoquer cette extinction de masse. Et c'est tout ce que nous avons à dire sur ce sujet pour aujourd'hui. Êtes-vous certain qu'un astéroïde soit vraiment responsable de l'extinction des dinosaures ? Le mystère entourant la disparition de ces créatures terrifiantes suscite de nombreux débats, tant dans le domaine scientifique que sur grand écran. Mais que s'est-il vraiment passé ? Comment les scientifiques ont-ils élucidé cette énigme ? Et pourquoi est-ce si important ? Explorons cette question ensemble. Remontons en Angleterre en 1842, lorsqu'un savant du nom de Sir Richard Owen se consacrait à l'étude de fossiles de reptiles gigantesques. Il remarqua que 3 de ces créatures, le mégalosaure, l'iguanodon et le Hylaeosaurus, présentaient des caractéristiques communes. Saisi par une intuition brillante, il décida de les regrouper sous un nouveau terme, Dinosauria, signifiant « terrible lézard » en grec. Les scientifiques de l'époque se contentèrent de classer les dinosaures en fonction de leur apparence. Puis, Charles Darwin arriva avec une théorie révolutionnaire. Les espèces évoluent au fil du temps. Cette idée bouleversa les conceptions préexistantes et obligea les chercheurs à repenser la classification des dinosaures. Ils introduisirent une nouvelle méthode appelée classification phylogénétique. Imaginez un immense arbre généalogique englobant toutes les créatures ayant jamais existé. En haut de cet arbre, nous trouvons le mégalosaure et l'iguanodon, et nous affirmons que tous les descendants de ces dinosaures partagent un ancêtre commun. C'est un peu comme retracer son propre arbre généalogique jusqu'à l'ancêtre originel des dinosaures. Tout cela semblait être un excellent plan jusqu'à ce que les choses se compliquent. En étudiant les dinosaures, nous avons découvert des espèces avec des plumes et des becs, et d'autres sans. C'est ainsi que nous avons réalisé que les oiseaux étaient cousins de certains dinosaures, voire peut-être même leurs descendants directs.
Après avoir compris cela, les scientifiques ont dû réexaminer l'arbre généalogique des oiseaux et redéfinir la notion même de dinosaure. Finalement, ils en ont conclu que les oiseaux étaient, en quelque sorte, des dinosaures. Mais pas tout à fait. Déroutant, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous avons désormais deux groupes distincts. Le premier est constitué des oiseaux. Le second regroupe les dinosaures non aviens, qui sont aujourd'hui éteints. Par conséquent, au lieu de nous demander qu'est-ce qui a causé l'extinction des dinosaures, nous devrions plutôt nous interroger sur ce qui a provoqué l'extinction des dinosaures non aviens. La réponse semble évidente. On pense souvent qu'un gigantesque astéroïde est à l'origine de l'extinction des dinosaures, et c'est probablement la première idée qui vous vienne à l'esprit. Même Google et d'autres moteurs de recherche s'accordent sur ce point, comme des camarades de classe qui copient leurs devoirs les uns sur les autres. L'histoire nous enseigne qu'il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures ont pratiquement tous disparu, à l'exception de ceux qui ont évolué en oiseaux. Bien sûr, la réalité est plus complexe. Tous les dinosaures ne se sont pas éteints d'un coup. Certains ont disparu naturellement, et des extinctions mineures se sont produites tout au long de leur existence terrestre. Mais l'événement majeur dont nous parlons s'apparente à un changement de décor dans un film, comme si l'on zappait brusquement de chaîne à la télévision. Pouf! Et la Terre est passée de l'ère des dinosaures à celle des mammifères. Les scientifiques appellent ces périodes le Crétacé et le Paléogène. Nous avons même un nom pour cet événement particulier, l'extinction KPG ou KT. Certains s'y réfèrent également comme à l'événement d'il y a 65 millions d'années, bien que la date la plus précise soit plutôt de 66 millions d'années. Deux principales théories prédominent, l'impact brutal d'un astéroïde ou des éruptions volcaniques répétées. Parlons de l'hypothèse de l'astéroïde. Imaginez, il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde colossal frappant la Terre. Cet objet avait un diamètre d'environ 10 km, soit un peu plus grand que le mont Everest. Fendant le ciel avec une vélocité stupéfiante, il se déplaçait à une centaine de fois la vitesse du son. Lors de son impact, il a libéré une immense quantité d'énergie. Ce cataclysme s'est produit dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique, près du fameux cratère de Chicxulub, lié à l'extinction des dinosaures. Tout ce qui se trouvait à proximité de l'impact a été instantanément vaporisé. Imaginez l'explosion la plus massive que la Terre ait connue en plusieurs milliards d'années. Rien n'a survécu dans cette zone. Ensuite, les répercussions se sont faites sentir. Alors que la boule de feu se dissipait, la surface de la Terre a sombré dans le chaos. Le sol tremblait et se distordait, déclenchant des séismes d'une ampleur inimaginable. Les continents ressemblaient à d'immenses châteaux gonflables en plein délire. Puis, les débris projetés dans l'atmosphère par l'impact ont commencé à retomber en une pluie dense. Même si vous n'étiez pas à proximité des énormes fragments tombant au Mexique, vous auriez été touché par ces minuscules particules brûlantes qui volaient dans l'air. L'atmosphère est devenue si chaude que des forêts entières ont spontanément pris feu dans le monde entier. Et ce n'est pas tout. Préparez-vous à un tsunami gigantesque. Le fond de l'océan a été totalement bouleversé, poussant des vagues gigantesques vers l'intérieur des terres autour du golfe du Mexique. Mais même cela n'a pas suffi à éradiquer tous les dinosaures. Ceux de Nouvelle-Zélande, par exemple, semblaient relativement épargnés. Alors, qu'est-il arrivé pour qu'ils disparaissent tous? Ils ont d'abord ressenti une légère secousse, puis le ciel a commencé à s'assombrir et à devenir lugubre, comme s'il faisait nuit. Et soudain, un épais manteau de cendres a commencé à envelopper lentement toute la planète. Maintenant, voici où commence le véritable drame. Le problème majeur avec l'impact de cet astéroïde ne réside pas dans l'explosion, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt dans ses effets à long terme. Imaginez les débris projetés dans le ciel, masquant la lumière du soleil. Les jours se transformant en nuit et les températures chutant brusquement. Les dinosaures herbivores ont rapidement périclité, laissant les carnivores festoyer, mais pas pour longtemps. Sans la lumière du soleil, la chaîne alimentaire s'est effondrée très rapidement. Ensuite, les cendres sont retombées sur Terre, aggravant encore la situation. Des éléments nocifs, comme le dioxyde de carbone, ont commencé à flotter dans l'air. Ce dioxyde de carbone, combiné aux fragments du fond marin, a causé des variations extrêmes de température.
la Terre alternait entre chaleur intense et froid glacial. C'est alors que 50 à 80% des espèces de dinosaures ont disparu à jamais. Ce qui est encore plus tragique, c'est que ce chiffre ne compte que les espèces elles-mêmes. Ce chiffre est bien plus élevé si l'on considère le nombre d'individus affectés. On pourrait penser que les mammifères ont enfin eu leur chance après la disparition des dinosaures. Mais même eux ont dû traverser des temps difficiles. Nous avons beaucoup de chance que certains mammifères parmi les plus résilients aient survécu à ce chaos. Ceux qui ont subsisté étaient de véritables petits champions, dotés de métabolisme rapide, de régimes alimentaires flexibles ou de terriers parfaitement abrités. Mais cette histoire n'est qu'une hypothèse. Il existe une autre théorie, celle du volcanisme. Les volcans, ces montagnes de feu, ont pour habitude de vomir de la lave et de provoquer des ravages incomparables. Étonnamment, cette théorie ne concerne pas les éruptions explosives, mais quelque chose de plus lent et de plus pernicieux. Environ 1 million d'années avant la catastrophe des dinosaures, un grand bouleversement s'est produit sous la surface de la Terre. Profondément enfouie sous ce qui est aujourd'hui l'Inde, une rivière de magma a commencé à se former, réchauffant progressivement la région. Puis, l'Inde a été frappée violemment, se transformant en une mer de lave, semblable à un océan ardent, comme si une multitude de camions-bennes déversaient lentement leur contenu de lave. Ces résidus solidifiés sont connus sous le nom de trappe du Décan, une couche profonde de lave solidifiée couvrant une étendue de la taille de la France. Tout comme dans notre histoire d'astéroïdes, le véritable problème avec le volcanisme réside dans l'air. Pendant des centaines de milliers d'années, le dioxyde de soufre s'est répandu comme une ombre inarrêtable, assombrissant le ciel et provoquant des pluies acides. Les sources de nourriture se sont transformées en poison, et les océans sont devenus des bains d'acide. Ensuite, le dioxyde de carbone a pris le relais. C'était comme jouer avec le thermostat, bouleversant complètement le climat de la Terre. Cela a conduit à un véritable chaos. Les écosystèmes ont été perturbés, les chaînes alimentaires se sont rompues, et les espèces se sont éteintes les unes après les autres. Ces deux théories semblent assez crédibles. Les experts ont engagé de grands débats pour déterminer laquelle était correcte et expliquer pourquoi les dinosaures ont disparu. Alors, quelle est la vraie réponse? Malheureusement, nous ne le savons toujours pas. Certains scientifiques défendent une théorie, tandis que d'autres lui préfèrent la seconde, nous laissant au final tous perplexes. Mais ne soyez pas trop sévères envers les médias ou les scientifiques. Ils font de leur mieux pour élucider le mystère de la disparition des dinosaures, et peut-être qu'un jour, nous découvrirons enfin la vraie réponse. Alors, restez à l'écoute. Les dinosaures comptent parmi les créatures les plus fascinantes qui aient jamais foulé le sol de la Terre. Il est dommage que nous ne puissions pas connaître Jurassic Park, où nous pourrions voir certaines des créatures les plus cool prendre vie. Mais nous vivons en fait avec des créatures aussi anciennes que les dinosaures, comme les crocodiles et les requins. Ils n'ont pas beaucoup changé depuis leur apparition il y a des millions d'années. Mais la plupart des dinosaures n'ont pas survécu à l'impact de l'astéroïde sur la Terre. D'une certaine manière, l'astéroïde a été un gigantesque bouton de réinitialisation pour la planète. Après avoir frappé la Terre, ce voyageur de l'espace a anéanti presque tous les êtres vivants. Le ciel était couvert de cendres qui bloquaient les rayons du soleil. Les plantes ne pouvaient donc pas pousser, ce qui a affamé un grand nombre d'herbivores. Ils ont donc dû modifier leur régime alimentaire et s'adapter aux nouveaux changements. Certains de ces dinosaures ont été contraints de prendre un nouveau chemin dans la vie, se transformant en certains animaux modernes que nous connaissons aujourd'hui. Si l'astéroïde avait légèrement modifié sa trajectoire, les dinosaures seraient restés l'espèce dominante. Que se serait-il passé si les dinosaures étaient restés? Tout d'abord, leur évolution se serait déroulée différemment. Peut-être que pendant ces millions d'années, l'homme n'aurait pas évolué pour se retrouver au sommet de la chaîne alimentaire. Imagine un monde où les dinosaures existeraient encore aujourd'hui. Si les dinosaures avaient évolué comme les humains, nous devrions être en concurrence avec eux. Il y avait plusieurs espèces d'humains, mais l'Homo sapiens, autrement dit notre espèce, l'a emporté. Un dinosaure humanoïde ou dinoïde serait quelque chose d'étrange. Tout d'abord, il aurait une apparence différente, plus reptilienne que la nôtre. La taille de nos cerveaux serait différente, et il serait physiquement plus grand et plus fort. Il serait intéressant de mettre côte à côte un humain et un dinoïde.
Tout d'abord, les dinoïdes auraient des écailles, contrairement à la peau humaine. Et leurs dents seraient plus tranchantes. Ils n'auraient probablement pas 5 doigts par main, et leurs ongles seraient des griffes acérées. Nous ne savons pas à quoi ressemblerait le son qu'ils émettraient, mais il pourrait être guttural, comme celui des crocodiles. Les dinosaures avaient une très bonne vision comparée aux mammifères, alors on les aurait peut-être vus avec de grands yeux. La population de la Terre a atteint le chiffre impressionnant de 8 milliards d'individus, et nous avons modifié notre environnement pour l'adapter à nos besoins. Cela dit, si les dinoïdes étaient les créatures dominantes, l'environnement se serait alors adapté à eux. En parlant de caractéristiques physiques, les scientifiques ont prédit à quoi ressembleraient les dinoïdes s'ils avaient évolué en créatures intelligentes, marchant debout et dotés de pouces opposables. Ces pouces sont importants pour l'évolution, car ils ont aidé les humains à commencer à utiliser des outils pour se défendre et chasser. La créature ne ressemble peut-être pas au reptile idéal et son apparence n'est peut-être pas flatteuse. Mais si les dinosaures avaient évolué, ces créatures pourraient être ton camarade de classe ou ton collègue de travail. Tous les dinosaures ne se ressemblaient pas, comme le montrent leurs fossiles. Certains étaient gigantesques, tandis que d'autres ressemblaient à n'importe quel animal moderne. Le plus grand dinosaure terrestre était le titanosaure, bien que les mesures ne soient que des estimations approximatives basées sur des os fossilisés. On estime que ce dinosaure mesurait environ 37 mètres de long, et qu'il vivait il y a entre 100 et 95 millions d'années. Il était si massif que son poids équivalait à celui de 18 éléphants actuels. Il y avait des dinosaures partout dans le monde, à différentes époques, sous divers climats et dans plusieurs paysages. Cependant, seul un petit nombre d'entre eux étaient connus pour être des géants. Bien qu'ils soient extrêmement imposants sur le plan physique, ils n'ont pas la taille du cerveau. Certains des dinosaures les plus connus, comme l'allosaure et le stégosaure, avaient un très petit cerveau, comme moi, ce qui signifie qu'il leur aurait été presque impossible d'évoluer correctement pour devenir des êtres intelligents. N'en parlons pas. Mais à la fin de la période du Crétacé, le T-Rex parcourait la Terre. Son cerveau était plus gros que celui de ses homologues Allosaurus, qui avaient des millions d'années de retard. Malgré cela, le cerveau du T-Rex pesait à peine 1 kg. Un cerveau humain pèse près de 1,3 kg. Il aurait été intéressant de voir le T-Rex évoluer en un être intelligent doté de pouces opposables sur ses petites mains en forme de bâton. Contrairement à la croyance populaire, le T-Rex était en fait assez lent, et un humain aurait pu facilement le dépasser. Nous savons donc qu'aujourd'hui, les dinosaures n'auraient pas leur place dans les sports de compétition qui impliquent la course. Nous savons que les dinosaures pouvaient être herbivores ou carnivores. Mais une chose est restée inchangée tout au long de leur évolution. Ils avaient un petit cerveau. D'autres formes de dinosaures existaient également, comme des créatures à longues pattes et à cornes. Dans tous les cas, ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire, même lorsque de petits mammifères faisaient des apparitions. Il faut savoir que lorsque l'astéroïde a frappé et éliminé les dinosaures, les mammifères ont pris le relais. Si les dinosaures et les mammifères avaient partagé la position dominante dans la chaîne alimentaire et avaient suivi un chemin similaire dans leur évolution, la réalité d'aujourd'hui serait complètement différente de celle que nous connaissons. Les dinosaures auraient un plus gros cerveau et rivaliseraient avec les humains pour le titre de la créature la plus intelligente. L'une des raisons pour lesquelles les humains et les perroquets peuvent parler est la force et la forme de leur langue. Les dinosaures évolués auraient un crâne différent, façonné pour s'adapter à une telle langue, s'ils voulaient parler comme les humains. L'une des raisons pour lesquelles l'homme est arrivé où il est aujourd'hui est qu'il a évolué pour se tenir debout, afin de détecter les prédateurs. C'est l'un des défis que nous avons dû relever pour survivre. Mais quels défis les dinosaures auraient-ils dû relever s'ils étaient déjà les créatures les plus dominantes ? Certains dinosaures à gros cerveau avaient de longues pattes, ce qui leur permettait de courir vite, de détecter les prédateurs et d'attraper de la nourriture, qui autrement aurait été hors de leur portée. Leur évolution aurait été très différente de celle des humains, et peut-être même plus avancée. Leur cerveau aurait pu évoluer vers quelque chose d'impressionnant. Ils auraient pu devenir plus intelligents que nous et posséder des réflexes plus rapides. Imagine des dinosaures découvrant la gravité à la place d'Isaac Newton. Ou un dinosaure écrivant des pièces de théâtre et des poèmes mieux que William Shakespeare. Imagine des dinosaures possédant les connaissances créatives nécessaires pour produire certaines des plus belles œuvres d'art de l'histoire. La musique et le cinéma tourneraient autour de la culture des dinosaures. Et la mode serait d'un autre monde. Nous vivrions en paix avec les dinosaures, mais nous serions certainement en compétition avec eux. La Coupe du Monde verrait des dinosaures et des humains jouer pour leurs équipes nationales. Mais les clubs seraient formés exclusivement d'humains ou de dinosaures.
Certaines professions seraient dominées par une seule espèce et les emplois les plus exigeants physiquement seraient occupés par des dinosaures, comme les ouvriers ou les agents de sécurité. Les dinosaures finiraient par dominer le monde, car ils seraient physiquement plus forts que les humains et disposeraient de meilleurs avantages que nous. Les humains, quant à eux, devraient trouver un moyen de suivre les dinosaures. Les mammifères ont emprunté un chemin d'évolution différent. Ils ne sont jamais devenus des bêtes gigantesques comme l'ont fait les dinosaures. Au contraire, leur cerveau s'est développé et a pris de l'ampleur. Même si les humains sont les créatures les plus intelligentes de la planète, ils n'ont pas le plus gros cerveau. Des animaux comme les orques, les baleines, les éléphants et d'autres singes ont un plus gros cerveau. Alors pourquoi sommes-nous plus intelligents qu'eux? Nous n'en savons rien. Le cerveau est l'organe le plus complexe que nous ayons, et nous en savons si peu à son sujet. Nous ne savons pas exactement pourquoi il est si complexe, ni pourquoi il se comporte de la sorte. Les descendants actuels des dinosaures, comme les corbeaux et les perroquets, ont un cerveau complexe qui leur permet de communiquer, d'utiliser des outils et même de compter. Dans ce cas, plus gros ne veut pas toujours dire meilleur. Le cerveau d'un perroquet est plus petit que celui d'un chat, mais il est bien plus complexe et intelligent que celui de n'importe quel félin. Certains scientifiques affirment que les dinosaures représentés dans les films ne sont pas conformes à 100% à la réalité, et qu'ils avaient des plumes. En termes d'évolution, certains petits dinosaures à plumes auraient pu suivre la voie des primates. Ils auraient évolué vers un primate arboricole, qui aurait également suivi la voie d'une autre espèce humaine. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre et a déclenché l'extinction massive de presque toutes les créatures vivantes de la planète, y compris les dinosaures. Si l'objet spatial s'était écrasé ailleurs, certains dinosaures auraient pu survivre et vivraient encore de nos jours. Selon certaines recherches, l'astéroïde avait environ une chance sur 10 d'anéantir les dinosaures et les autres animaux de l'époque. Il était bien plus probable que l'astéroïde s'écrase sur le sol sans qu'il y ait de conséquences destructrices majeures. Pour comprendre comment les choses auraient pu se passer si la collision avait eu lieu ailleurs, nous devons découvrir ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi la catastrophe a été si dévastatrice. Cet énorme rocher spatial est tombé sur la zone côtière de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a déclenché des catastrophes naturelles dans le monde entier. L'endroit où l'astéroïde est tombé s'appelle le cratère de Chicxulub. Aujourd'hui, la moitié de cette zone est sous l'eau. L'astéroïde avait un diamètre d'environ 12,1 km et se déplaçait à une vitesse de 43 443 km/h. Ce rocher, plus gros que l'Everest, se dirigeait vers la Terre à une vitesse près de 40 fois supérieure à celle du son. Waouh! L'énergie libérée lors de la collision a été aussi puissante que l'explosion d'environ 10 milliards de bombes atomiques. Et la force destructrice de l'onde de choc n'était qu'une des nombreuses catastrophes. L'astéroïde est tombé dans l'un des pires endroits possibles. Et à cause de la façon dont il est tombé, il a projeté une énorme quantité de poussière dans l'air. Imagine que tu sautes dans l'eau comme un athlète professionnel à la verticale et que tu produises très peu d'éclaboussures. Et maintenant, pense à la quantité d'eau qui éclabousse lorsque tu sautes dans la piscine comme un boulet de canon. Donc l'astéroïde a atterri comme un boulet de canon. La deuxième catastrophe provoquée par l'astéroïde est la combustion de la suie. Une petite partie de la surface de la Terre est constituée de roches. Seul un infime pourcentage de cette partie était riche en pétrole et en soufre à l'époque. L'astéroïde a brûlé et soulevé tant de suie dans l'air qu'il y aurait de quoi remplir un stade de baseball couvert. Selon les recherches, il y a 65 millions d'années, seuls 13% de la surface de toute la planète aurait pu contenir la quantité de matière organique nécessaire pour supporter la formation d'un tel volume de suie. C'est pourquoi cet endroit est considéré comme le pire. Si la catastrophe s'était produite sur les 87% restants, les dinosaures seraient encore en vie aujourd'hui. Un énorme nuage de suie et de dioxyde de carbone s'est élevé dans l'air et a recouvert le soleil. La suie a rendu le ciel gris et a partiellement bloqué la lumière du soleil. Cela a entraîné une chute rapide des températures sur presque toute la planète. On aurait dit que la Terre était plongée dans un voile gris. De nombreuses plantes et animaux n'ont pas pu survivre à la vague de froid. Les arbres ont commencé à se dessécher à cause du manque de soleil. Le processus de photosynthèse a été perturbé. Le froid et le dépérissement des arbres ont entraîné une autre catastrophe, la famine mondiale.
Les herbivores ont été incapables de survivre car ils avaient perdu presque toute leur nourriture. Les plantes, les fleurs et les arbres n'ont pas réussi à survivre à la catastrophe. Ces destructions se sont propagées bien au-delà du site d'impact de l'astéroïde. Des particules de poussière chaude, des morceaux d'astéroïdes et de petits morceaux de roche se sont déposés au sol sur tout le continent et ont provoqué des feux de forêt à grande échelle. Les arbres en feu ont projeté encore plus de suie dans l'air, ce qui a encore aggravé la situation. L'énorme astéroïde a apporté de l'espace des métaux lourds avec des niveaux de toxicité très élevés. La fonte de ces substances lors de la collision a provoqué des tempêtes de feu. L'astéroïde n'a pas seulement touché des terres continentales, mais aussi les eaux, ce qui a déclenché un énorme tsunami. Mais ce n'est pas le pire. Le fond de la mer était rempli de sulfate, et lorsque l'énergie de l'astéroïde l'a brûlé, cela a provoqué la libération d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Le nuage d'acide s'est mélangé à un nuage de suie et a commencé à se répandre dans le ciel. Des particules de roches brûlantes sont tombées sur le sol comme une pluie de feu. Une pluie acide a commencé à cause du soufre. Elle a duré plusieurs jours et n'a laissé aucune chance aux animaux de survivre. Les pluies acides ont empoisonné l'eau des rivières, des lacs et des mers. L'acide a détruit tout ce qui ne pouvait pas brûler. Une partie des nuages est allée détruire la Terre et l'autre partie, l'océan. La situation s'est encore aggravée quand les gouttelettes de soufre ont anéanti une grande quantité d'algues et de phytoplancton. L'océan génère près de la moitié des réserves d'oxygène de notre planète. À cette époque, les créatures marines qui vivaient dans ces parties supérieures ont été détruites. Ce n'est pas l'onde de choc, mais le manque de soleil, l'acide, l'obscurité et le froid qui sont en fait les principales raisons de l'extinction des dinosaures. Mais même lorsque certains lézards ont échappé au feu et au soufre, ils ont alors rencontré les déchaînements marins. L'impact de l'astéroïde a provoqué des tsunamis à grande échelle sur toute la planète. La toute première vague avait une hauteur d'environ 1,6 km. C'est presque 3 fois plus que l'Empire State Building. Des milliards de litres d'eau se sont déplacés à une vitesse de 145 km/h. Une vague aussi puissante pourrait facilement détruire la moitié de New York aujourd'hui. La météorite a créé une série de vagues de 15,8 mètres de haut. De gigantesques murs d'eau de la taille d'immeubles de 5 étages se sont fracassés sur la côte et ont tout démoli sur leur passage. Le manque de lumière du soleil, la baisse de température, les pluies acides et incendiaires, la réduction de la production d'oxygène, les feux de forêt, les tsunamis géants et la vague explosive de la puissance d'1 milliard de bombes atomiques, tout cela a réduit la diversité biologique de la Terre de 75%. Oui, ça bouleverse le climat, c'est sûr. Des astéroïdes géants avaient déjà frappé la Terre auparavant, mais ils n'ont jamais provoqué de telles catastrophes sur toute la planète. Et si cet astéroïde était tombé dans un autre endroit, disons une forêt, loin de l'eau et des terrains montagneux? Cela aurait provoqué de graves incendies. Un énorme nuage noir de cendres se serait élevé dans le ciel et aurait masqué le soleil, mais il n'aurait probablement pas généré de pluies acides ou de pluies de feu. La plupart des espèces de la planète auraient pu survivre à cette catastrophe. Et si la météorite était tombée quelque part au milieu de la glace et de la neige? Cela aurait provoqué une augmentation rapide de la température sur toute la planète. D'énormes tsunamis auraient submergé de grandes étendues de terre. Cependant, les cendres et le dioxyde de soufre n'auraient pas rempli le ciel. Les pluies acides n'auraient pas touché l'océan. De nombreuses créatures marines auraient pu survivre et vivre jusqu'à ce jour. Et les dinosaures vivant loin des océans n'auraient pas du tout remarqué la chute de la météorite. Les événements les plus terribles se seraient probablement produits si une météorite était tombée sur un volcan en activité. Cela aurait déclenché la plus grande libération de lave de l'histoire. Des tremblements de terre destructeurs auraient commencé et le ciel entier aurait été recouvert de cendres volcaniques. Et si la météorite avait frappé un désert? Elle aurait fait fondre des milliards de tonnes de sable et les aurait transformés en verre. Imagine des dunes de verre qui réchauffent encore plus notre planète. Et nous pourrions déterrer les restes bien préservés d'anciens lézards dans le verre. Bref, il existait de nombreux scénarios catastrophiques possibles, et le pire d'entre eux s'est réalisé pour les dinosaures. Il est peu probable qu'ils reviennent un jour, mais peut-être peuvent-ils renaître. Des scientifiques se sont inspirés d'une idée tirée d'un célèbre film hollywoodien. Ils voulaient trouver un moustique qui se serait retrouvé coincé dans de l'ambre. Ils en auraient extrait l'ADN de dinosaures. Mais cela pose un problème. Le plus ancien échantillon d'ADN qu'ils ont réussi à trouver avait 1 million d'années. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. En outre, l'ADN est une chose très fragile. La probabilité qu'ils aient pu être conservés intacts quelque part pendant si longtemps est très faible.
Ainsi, au lieu de rechercher l'ADN de cet ancien dinosaure, les scientifiques ont décidé de prélever l'ADN des plus proches ancêtres de ces lézards, les oiseaux. Au cours de millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures auraient pu se transformer en ailes et les bouches allongées en bec. Les pélicans sont très semblables aux ptérodactyles, les autruches ressemblent aux vélociraptors et les poulets ressemblent beaucoup aux T-Rex. Bon, arrêtons-nous un instant et imaginons un poulet de la taille d'un T-Rex. Salut toi, tu veux un morceau de moi? Un poulet ordinaire est considéré comme le plus proche parent de l'énorme lézard. Enlève-lui le plumage, recouvre-le d'écailles, donne-lui une bouche dentée au lieu d'un bec et attache-lui une longue queue. Et tu obtiens un véritable mini tyrannosaure par sa structure corporelle et ses mouvements. Au plus profond de son ADN, on trouve des gènes similaires à ceux que possédaient de redoutables prédateurs. Avec l'aide du génie biologique, les scientifiques prévoient de jouer avec son ADN et d'essayer d'inverser l'évolution. Ce qui signifie que la reproduction des dinosaures peut devenir une réalité. Eh bien, cela pourrait se retourner contre toi. Il y a environ 800 000 ans, un gigantesque astéroïde a traversé l'espace en direction de la Terre. Il a percuté notre planète avec une force phénoménale. Il a recouvert 10% de la surface terrestre de débris rocheux noirs et verts brillants appelés tectites. Les tectites sont des morceaux de roche qui se liquéfient sous l'effet de la chaleur de l'impact d'une météorite. Ils refroidissent ensuite pour ressembler à des cailloux sombres et vitreux. Une traînée de ces tectites a été éparpillée dans toute l'Asie du Sud-Est et a atteint l'Est de l'Antarctique. C'est ainsi que les scientifiques savent que cet impact de météorites géants a eu lieu. Les chercheurs ont passé près de 100 ans à essayer de trouver le gigantesque cratère causé par l'impact. Mais les tectites étaient trop éparpillées. C'est pourquoi ils n'ont pas pu localiser l'endroit exact. Jusqu'à récemment, une équipe d'experts de différentes universités a essayé de découvrir le point zéro de l'impact de la météorite. Ils ont examiné plusieurs cratères en Chine et au Cambodge, mais aucun ne semblait avoir été créé par le crash d'une météorite. Les experts ont alors décidé d'enquêter au Laos. C'est le pays où ils ont découvert le plus grand nombre et la plus grande concentration de tectites. Après avoir exclu tous les cratères visibles, l'équipe a imaginé une nouvelle théorie. Et si le cratère était caché par quelque chose? À la recherche du cratère potentiel, les scientifiques ont relevé des mesures de gravité à différents endroits dans tout le Laos. Sur le site d'une ancienne éruption volcanique, sous des couches épaisses et denses de lave volcanique refroidie, ils ont découvert une importante anomalie gravitationnelle. Cela s'est avéré être un grand cratère allongé, profond de plus de 91 mètres et s'étendant sur 13 km de large et 18 km de long. D'après l'emplacement et la taille énorme du cratère, les scientifiques pensent que c'est le site d'impact de l'ancienne météorite. Il y a plus de 2 milliards d'années, bien avant l'ère des dinosaures, la Terre a été frappée par l'un des plus gros astéroïdes à avoir jamais touché notre planète. L'astéroïde mesurait environ 10 à 14 km de diamètre et a créé le plus grand cratère d'impact sur Terre. Il s'agit du cratère de Vredefort. Il se trouve sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Quand il s'est formé, il avait un diamètre gigantesque de 300 km. Au fil des siècles, le cratère massif s'est lentement érodé pour former le dôme de Vredefort. Il s'agit d'une formation de collines rocheuses qui était le site central de l'impact de l'astéroïde. Cette formation est si grande qu'elle peut être vue depuis l'espace. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est un site reconnu du patrimoine mondial. Il abrite aussi plusieurs villes et communautés qui encouragent les touristes à venir visiter l'ancien cratère. En 1943, un pilote s'est écarté de sa trajectoire de vol habituelle pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. En survolant le Québec, au Canada, il a repéré un grand bassin parfaitement circulaire. C'est ainsi que le cratère Pingaluit a été découvert. Il y a environ 1,4 million d'années, une météorite est tombée à cet endroit, créant ce cratère d'impact petit mais profond. Il a un diamètre de 3 km et une profondeur de 400 mètres. Un lac d'un bleu profond s'est formé au fond du cratère. On dit que ce lac contient l'une des eaux les plus pures du monde, car il n'a ni entrée ni sortie. Cela signifie que le lac est uniquement rempli par les pluies et la fonte des neiges. Il abrite une espèce de poisson appelé omble chevalier. Le bassin de Sudbury se trouve également au Canada. Formé il y a plus d'1,8 milliard d'années, c'est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact du monde. Il est situé en Ontario. Mais l'impact de la collision a été si puissant que des débris ont été retrouvés à 800 km de là, dans le Minnesota. Contrairement à la plupart des cratères d'impact, qui ont une forme circulaire, le bassin de Sudbury est ovale.
Il mesure 62 km de long et 30 km de large. Le site d'impact original aurait pu avoir une profondeur énorme de 16 km, mais sa version moderne est beaucoup moins profonde. L'astéroïde qui a créé le bassin transportait une forte concentration de minéraux naturels. Cela a rendu le sol du cratère incroyablement fertile. Aujourd'hui, ce sol abrite de nombreux vergers et potagers. La formation unique du cratère du bassin de Sudbury a été utilisée pour entraîner les astronautes d'Apollo avant qu'ils ne se lancent dans leur mission sur la Lune. La météorite la plus célèbre de toutes est peut-être Chicxulub. C'est celle qui a causé l'anéantissement de 75% de toute la vie végétale et animale sur Terre, y compris les dinosaures. La météorite Chicxulub avait un diamètre de 10 km lorsqu'elle a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Le cratère se trouve maintenant au large des côtes du Mexique, caché profondément sous les fonds marins. Il fait environ 150 km de diamètre et 19 km de profondeur. Récemment, les scientifiques ont réussi à forer profondément dans le plus haut sommet du cratère d'impact pour collecter des échantillons de roches. Ils ont découvert que la disparition des dinosaures n'était pas due à la taille géante de la météorite ou à l'ampleur de l'explosion, mais plutôt à cause de l'endroit exact où Chicxulub a frappé la Terre. La météorite a frappé une partie de notre planète qui était densément remplie d'un composé minéral appelé gypse. C'est un minéral sulfaté mou qui est généralement utilisé comme engrais. La collision a projeté tellement de soufre dans l'air qu'elle a bloqué les rayons du soleil. Cela a provoqué l'hiver sombre et prolongé qui a condamné les dinosaures. L'un des plus jeunes cratères de la Terre est le cratère Barringer à Winslow en Arizona. C'est aussi l'un des cratères les mieux préservés de la Terre. Il s'est formé il y a 50 000 ans, lorsqu'une lourde météorite, composée principalement de fer, est tombée de l'espace. L'atmosphère de la Terre a à peine ralenti l'énorme morceau de métal. Il est entré en collision avec le sol avec une force incroyable. La météorite s'est vaporisée à l'impact, laissant très peu de reste. Le cratère laissé par cette puissante explosion a été nommé d'après l'homme qui l'a identifié en 1903. Il s'agissait d'un ingénieur des mines appelé Daniel Barringer. Le diamètre du cratère est de 1200 mètres et sa profondeur est de 170 mètres. La famille Barringer possède toujours le site de l'impact à ce jour. Il est possible de visiter le cratère et de faire une visite guidée de son pourtour. Le cratère Popigai en Sibérie est l'un des plus intéressants de la Terre. Il y a plus de 35 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a formé ce bassin massif. Le cratère mesure 100 km de diamètre, ce qui en fait le 4e plus grand cratère du monde. Ce cratère est unique car il abrite l'un des plus grands gisements de diamants du monde. La pression intense de la collision a transformé le graphite du site d'impact en diamant. Les scientifiques affirment que le cratère contient des milliards de carats de diamants, mais personne ne les a jamais exploités en raison de l'isolement du site et du manque d'infrastructures. En l'an 1530 avant Jésus-Christ, une météorite est entrée dans l'atmosphère de la Terre avant de se briser en morceaux. Les fragments brûlants de la météorite sont tombés en pluie sur la Terre et se sont écrasés sur la surface de la planète. En conséquence, un groupe de cratères est apparu sur une petite île estonienne, Saaremaa. Le plus grand cratère est un cercle parfait de 110 mètres de large. Il a une profondeur de 21 mètres et est rempli d'eau. 8 petits cratères apparus lors de la collision se trouvent dans un rayon de 800 mètres autour du cratère principal. L'impact des fragments de météorites a provoqué l'embrasement des arbres de l'île. Presque toutes les forêts ont brûlé. Heureusement, les bois ont désormais repoussé et les cratères sont devenus une destination de randonnée populaire pour les touristes. Il y a environ 200 millions d'années, une météorite a frappé la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Québec, au Canada. Cette collision a créé le 6e plus grand cratère d'impact au monde. Il avait un diamètre de 64 km, mais au fil des siècles, le bord extérieur du cratère s'est rempli d'eau. On l'appelle maintenant le réservoir de Manicouagan. Le lac du cratère d'impact est si grand qu'il peut être vu depuis l'espace. Et sa forme étrange a donné au lac son surnom, l'œil du Québec. Le plus vieux cratère de météorite du monde se trouve en Australie occidentale. Le cratère de Yarabuba a 2,2 milliards d'années. Le site d'impact est si ancien que le cratère d'origine s'est complètement érodé. Le diamètre du cratère de Yarabuba était d'environ 30 à 70 km. Les scientifiques ont réussi à déterminer l'âge du site d'impact en analysant les anciens cristaux et minéraux trouvés dans le cratère. Bestioles aux créatures colossales, tous les animaux tentent d'échapper à un mur de feu qui se déplace dans leur direction.
La température augmente et tout ce qui se trouve autour commence à s'embraser. Bientôt, beaucoup d'animaux et de plantes sur Terre cesseront d'exister. Ce sont les conséquences de l'écrasement d'un astéroïde géant sur notre planète. Mais si les dinosaures avaient eu un certain esprit d'analyse, ils auraient pu deviner ce qui allait se passer. Car cet astéroïde était visible 1 an avant l'impact. Sans les lumières des villes, tous les points lumineux dans le ciel sont des étoiles. Certains d'entre eux sont des planètes qui reflètent la lumière provenant du Soleil, comme Mars. Mais l'un de ces points est un astéroïde. Plus tard, il sera connu sous le nom d'impacteur Chicxulub. Il tire son nom de la région de l'actuel Mexique où il est tombé. Bref, à ce stade, l'astéroïde ressemble à une étoile. Il a la même luminosité que Neptune. Tu aurais même pu le photographier avec un appareil de haute résolution. Si seulement les dinosaures avaient eu des pouces. L'impacteur traverse maintenant l'orbite de Jupiter. À cette distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle. 1 mois avant l'impact. L'astéroïde est devenu beaucoup plus brillant. C'est maintenant le point le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. L'astéroïde croise l'orbite de Mars. Sa queue, composée de poussière et de gaz, est de plus en plus longue. Elle est maintenant aussi longue que 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. 1 semaine avant l'impact. La queue de l'intrus fait maintenant 5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais les dinosaures ne peuvent pas apprécier sa beauté. Pour eux, c'est juste un autre point brillant dans le ciel nocturne. Si cet astéroïde se dirigeait vers la Terre en ce moment, les scientifiques pourraient localiser l'endroit exact de son impact à 1 km près. Nous pourrions alors évacuer les gens de la zone et éviter une catastrophe majeure. 1 jour avant l'impact, l'impacteur Chicxulub occupe désormais la première place parmi les objets les plus lumineux du ciel. La lumière qui l'entoure, appelée halo, semble encore plus grande que la Lune elle-même. L'astéroïde croise maintenant l'orbite de la Lune. Il ressemble à un point lumineux qui laisse une traînée cendrée derrière lui. 1 heure avant l'impact. La lumière de l'impacteur Chicxulub est plus brillante que la pleine lune, et son mouvement peut être perçu à l'œil nu. Les nuits sur Terre ne sont plus sombres. Ce n'est que maintenant que les dinosaures commencent à être inquiets. Tous les animaux de la Terre commencent à chercher un abri. 10 minutes avant l'impact. L'astéroïde entre maintenant dans l'orbite de la Terre. Des milliers de petits fragments de sa queue commencent à tomber sur la planète. Cela ressemble à une pluie de météorites. Jusqu'à présent, ces fragments sont trop petits. Ils se consument tous dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la planète. L'astéroïde s'approche de l'Amérique du Sud. Si quelqu'un le regardait depuis l'Europe, il ressemblerait à un coucher de soleil. Le point lumineux de l'impacteur Chicxulub passe derrière l'horizon. 2 minutes avant l'impact. Les dinosaures peuvent maintenant facilement voir la forme de l'astéroïde. S'ils savaient comment faire, ils pourraient même estimer sa taille. Il fait un peu plus de 10 km de diamètre, ce qui signifie qu'il a presque la taille de l'île de Manhattan. Et le poids du géant est de 7 billions de tonnes. Il vole vers la péninsule du Yucatan à une vitesse ahurissante de 12 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais aller de New York à Los Angeles en 10 minutes environ, mais tu prendrais feu en chemin. 10 secondes avant l'impact. L'impacteur Chicxulub s'approche maintenant du sol. Encore quelques mètres et... bam! Le ciel nocturne devient soudainement blanc. L'éclair est si brillant que le soleil n'est plus visible à ce moment-là. L'entrée de l'astéroïde provoque une puissante déflagration qui peut être entendue à l'autre bout du monde. L'énorme astéroïde commence à brûler à cause de la friction avec l'air. Il se réchauffe et se divise en plusieurs morceaux. Ces morceaux tombent en pluie sur la Terre. Après quelques secondes, la plus grande partie de la météorite frappe le sol. Sa masse et sa vitesse fournissent à l'impacteur de Chicxulub une énorme quantité d'énergie. L'instant d'après, une explosion surpuissante secoue le sol. L'onde de choc de la météorite commence à se propager à partir du lieu de l'impact. Elle arrache d'énormes morceaux de terre et d'arbres, puis les pousse au sol comme des dominos. La température de l'onde de choc est si élevée que tout ce qui se trouve autour du point d'impact s'enflamme. L'énergie libérée lors de la collision pénètre aussi profondément dans la planète. Cela provoque les tremblements de terre les plus puissants de l'histoire de la Terre. Ils génèrent à leur tour des vagues de tsunami aussi hautes que l'Empire State Building. 5 minutes après l'impact. La météorite laisse derrière elle un énorme cratère. Il est aussi large que le lac Huron et assez profond pour contenir 2 Everest et demi. Les dinosaures courent partout en panique. Ils essaient de fuir vers l'Amérique du Nord, mais la plupart d'entre eux ne parviennent pas à traverser les territoires marécageux inconnus. Un autre danger est la pluie de météorites en cours. Des centaines de tonnes de cendres et de débris s'élèvent dans les airs. Chauffés à des températures très élevées, ils retombent sur Terre sous forme de lave liquide.
Les cendres et la fumée emplissent l'atmosphère et bloquent les rayons du soleil. La Terre plonge dans l'obscurité. Pendant plusieurs semaines encore, notre planète est totalement sombre. Des pluies acides retombent sur sa surface sans discontinuer. Il y avait beaucoup de soufre dans les dépôts souterrains de la péninsule du Yucatan. L'énergie de l'explosion a évaporé tout ce soufre. Désormais, il se refroidit dans l'air, s'accumule dans les nuages et dégouline sur le sol. La plupart des animaux survivent à l'impact, mais l'extinction de masse se poursuit pendant encore de nombreux mois. La collision a plongé la Terre dans l'obscurité et cela a anéanti la plupart des plantes qui se nourrissaient de la lumière du soleil. Les dinosaures herbivores ont perdu leur principale source d'alimentation et commencent à disparaître. Mais ces herbivores sont le principal régime alimentaire des dinosaures carnivores. Et maintenant, les dinosaures comme le T-Rex n'ont plus rien à manger. Bientôt, ils s'éteignent aussi. En d'autres termes, ce n'est pas une météorite qui a anéanti les dinosaures, mais la famine et le changement climatique. Les météorites de cette taille tombent une fois tous les 100 millions d'années. Cela signifie qu'un tel événement pourrait se reproduire. Les humains parviendraient-ils à survivre à cette catastrophe ? De nos jours, nous pouvons regarder loin dans l'espace, et l'apparition d'un astéroïde de la taille de l'impacteur Chicxulub ne serait pas une surprise pour les astronomes. En général, les astéroïdes qui font plus de 140 mètres de diamètre sont considérés comme potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, si nous sommes informés de l'approche d'un corps spatial, nous pourrons construire des abris remplis de réserves de nourriture et d'eau. Une fois que l'astéroïde sera suffisamment proche, nous pourrons attendre l'impact et ses conséquences à l'intérieur. Mais lorsque les gens reviendront à la surface, ils verront des villes et des villages démolis. Notre planète ressemblera à un désert sans vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution qui consiste à empêcher l'impact. Là, nous avons plusieurs options, selon la taille et le matériau de l'astéroïde. Selon la NASA, le moyen le plus efficace est un bélier cinétique. Nous devrons envoyer un objet assez grand et lourd, comme un vaisseau spatial, dans l'espace. Lorsqu'il s'approchera de l'astéroïde, les scientifiques choisiront la trajectoire parfaite et le vaisseau s'écrasera contre le corps spatial. La puissante collision modifiera la trajectoire de l'astéroïde, le faisant passer devant la Terre. Plus ce corps spatial sera éloigné de notre planète, plus il sera facile de le dévier. Une autre option est une explosion contrôlée à la surface de l'astéroïde. La première loi du mouvement de Newton va nous aider ici. Elle stipule que si un corps se déplace à une vitesse constante en ligne droite, il continuera à se déplacer de cette façon à moins qu'une force ne s'exerce sur lui. Donc, si nous provoquons une explosion ou imprimons une force assez importante, l'astéroïde changera de trajectoire. La mesure dans laquelle il se déplacera dépendra de la quantité de force qui lui est appliquée. Nous pouvons aussi faire exploser l'astéroïde de l'intérieur. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de modifier sa trajectoire. Au lieu de cela, nous essaierons de transformer un énorme morceau de roche en un tas de fragments plus petits. Ils se consumeront dans l'atmosphère et ne feront aucun mal à notre planète. Une autre façon est d'utiliser la gravité. Chaque objet lourd a sa propre force gravitationnelle et son propre champ gravitationnel. Notre objectif sera d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde et de le faire voler près de l'intrus. L'astéroïde attirera le vaisseau spatial, mais ses moteurs résisteront. Par conséquent, le vaisseau attirera lentement mais sûrement l'astéroïde vers lui. Cette méthode prendra beaucoup plus de temps, mais progressivement, la trajectoire de l'astéroïde changera et il ne s'écrasera pas sur la Terre. En tout cas, on peut l'espérer. Nous pourrions aussi utiliser l'énergie solaire. Nous pouvons construire une station spatiale avec un système de lentilles grossissantes géantes. Puis, nous enverrons cette station plus près du Soleil. Lorsque nous repérerons un astéroïde, nous dirigerons les lentilles dans sa direction et nous concentrerons le faisceau sur le corps spatial. La chaleur du Soleil provoquera l'évaporation de la matière de l'astéroïde. Cela finira par faire changer la trajectoire de l'intrus.